qu'est-ce que sont les dimensions sociales de l'alimentation? On dit parfois les hommes ne mangent pas des nutriments, ils mangent des aliments. Mais on peut peut-être aller encore un tout petit peu plus loin et on comprendra ce que c'est un sociologue ou un anthropologue de l'alimentation. On mange pas seulement des aliments, on mange des aliments cuisinés et on les mange dans des contextes socialisés, qui s'appellent des repas, qui sont organisés, qui ont une extrême variabilité à l'échelle sociale et à l'échelle de la planète entre les différentes cultures. Et un sociologue de l'alimentation ou un anthropologue de l'alimentation étudie les dimensions sociales de l'alimentation. Il y a une vision un peu étonnante, c'est de croire que nous mangeons ce que la nature met à notre disposition. C'est une vision naïve, car si je me promène entre Toulouse et Carcassonne, ce que je vois n'a rien à voir avec le paysage naturel. Ce que je vois, c'est une société qui avait envie de boire du vin, qui avait envie de manger du pain, qui a façonné son paysage agricole à partir de ce qui était un modèle alimentaire. Quand on voit les rizières irriguées en Asie du Sud-Est, dans des endroits tout à fait ubuesques, d'autres formes de culture pouvaient se développer, même si le choix qui a été fait avec le riz est un choix pertinent. Petit à petit s'impose la notion de durabilité. Elle porte une tension, une contradiction entre deux grandes formes de responsabilité. La responsabilité intergénérationnelle, qui aujourd'hui est dominante, c'est-à-dire elle répond à la question quelle est la planète que nous allons laisser à nos enfants. Elle nous amène à être attentifs à des questions de pollution, à des questions de capacité à nourrir un monde dans lequel la démographie va augmenter, etc. Il y a une deuxième responsabilité qui vient de nous sauter à la figure, c'est la responsabilité intragénérationnelle. C'est-à-dire une responsabilité dans ce qu'on appelle traditionnellement les rapports nord-sud, ou les rapports entre les groupes sociaux, qui vivent dans une aisance, et d'autres qui, aujourd'hui, ont dû se déployer des formes de précarité dans les sociétés développées. Et cette responsabilité, elle est plutôt orientée, si la première est plutôt dans l'univers de l'écologie et dans l'univers de l'économie, l'autre elle est plutôt orientée dans l'univers du social, de la sociologie et de l'anthropologie, du rapport aux cultures. Et la durabilité, elle a besoin d'articuler ces deux dimensions. Et aujourd'hui, elle a probablement un déficit dans cette deuxième tendance. Si le premier modèle s'est développé très très vite, c'est parce que nos amis de l'économie avaient des modèles économétriques, que l'écologie avait fait des progrès très nets pour penser le global. Eh bien, cette deuxième dimension, elle nous oriente vers la prise en compte d'un rapport à la problématique de la durabilité moins modélisée, moins abstraite et plus enracinée dans des actions locales. Il y a un processus que décrivent très bien les Américains, qui est le processus de judiciarisation. D'ailleurs, ils en sont les champions. Ça consiste à avoir recours aux tribunaux pour arbitrer des questions qui, jusqu'à un passé relativement récent, s'arbitraient dans le face-à-face, dans les systèmes de valeurs, dans les codes d'honneur, dans ce qu'on appelle les valeurs sociales. Et elles étaient socialement régulées. Et on voit une baisse de régime de la régulation sociale sur un certain nombre de questions, avec une montée en régime de l'appel aux tribunaux. Mais il y a un autre phénomène qui est la juridication, c'est-à-dire qu'on a une multiplication des textes. Alors, que ce soit du droit, en Europe on est les champions pour ça, en France aussi on fait énormément de textes, on respecte plus ou moins, on a beaucoup moins recours aux tribunaux, un peu le sentiment que le texte va encadrer un peu les pratiques. Il y a toute une série de processus de production de réglementation qui ne sont pas complètement du droit, par exemple les normes ISO 9200, tous ces processus d'encadrement de l'action collective qui a pour vocation de se substituer à des processus de régulation plus traditionnels, qui étaient par exemple les codes d'honneur professionnels. Quand on est dans certains métiers, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous voyez, il a fallu que s'étirent les filières pour qu'un certain nombre de problèmes qu'on a connus, mettre de l'huile de vidange dans des aliments pour animaux, il faut ne pas avoir le consommateur en face de soi pour pouvoir imaginer cela. Si je vous ai en face, si je suis producteur, c'est pas possible. Et c'est l'étirement des filières qui fait monter la judiciarisation et la juridication. Le monde agricole se débat dans un ensemble de niveaux de réglementation, avec une tension autour, par exemple, des grandes instances de régulation ou de dérégulation, qui cherchent à imposer des règles d'une économie de marché concurrentielle, et puis toute une série de
processus qui à la fois s'inscrit dans les logiques de soutien nationaux ou européens à des productions. Et un troisième élément, c'est l'importance des nourritures localisées. Alors, nos appellations contrôlées, ce truc un peu typiquement français, alors qu'on arrive un peu à exporter, mais qui parfois agace les économistes de l'agroalimentaire, parce que c'est une manière de se soustraire en partie aux grandes règles de l'économie de la concurrence. Si je peux faire du champagne, bien champagne, dans un territoire bien délimité, ben, le mec à côté peut faire de l'imitation, mais ils ne vont pas faire du champagne. Il peut y avoir plusieurs univers agricoles cohabitants, des univers où on est dans la production de masse, et des univers dans lesquels on a des productions localisées, inscrites, enracinées dans les dimensions culturelles de la bouffe. C'est bien sûr quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose qui doit être sain, mais c'est quelque chose qui est un marqueur des identités culturelles. Et c'est la culture, sur la bouffe, elle constitue de la valeur, au sens culturel et au sens économique. On pourrait avoir tendance à penser, et je le comprends aisément, qu'il faut remettre en route la machine à produire et à produire de l'uniformité. Voilà l'enjeu. Bien sûr, il faut remettre en route la machine à produire, il faut la réfléchir, mais il faut bien comprendre que la diversité alimentaire, la diversité des modèles à l'échelle de la planète, loin d'être une contrainte, est une ressource face aux enjeux qu'on va avoir à affronter. Si on met tous ces œufs dans le même panier sur 3 ou 4 céréales, eh bien on se retrouve dans des situations qui peuvent être problématiques. Donc les modèles alimentaires, c'est pas un truc qui renvoie au passé, à des particularismes ridicules. On a compris il n'y a pas longtemps, grâce à la pensée écologique, que la diversité génétique, agronomique, botanique, était une chance, et qu'on a monté des banques pour avoir à disposition un certain nombre de graines qui pourraient nous... Eh bien, la diversité des usages, c'est aussi un patrimoine de l'humanité.